Cinquième partie, une question de vie ou de mort. Chapitre 38, la Floride. Au volant de sa Cadillac, Dick Halloran, une Lucky Strike au bec, quitta le parking du supermarché et fit lentement le tour du bâtiment. Il reconnut Masterton, qui, quoique devenu copropriétaire du magasin, n'avait pas perdu pour autant la démarche traînante et le maintien humble que lui avait laissé une enfance misérable. Poussant un chariot plein de laitue, il se dirigeait vers le grand immeuble sombre. Pressant sur un bouton de commande, Halloran abaissa la vitre et lui cria « Tes avocats à 50 cents, c'est du vol, espèce de pirate !» Masterton retourna la tête et lui fit un grand sourire, qui exposa ses 3 dents en or. « Bah, s'ils ne te plaisent pas, mon pote, tu sais où tu peux te les fourrer !» lui lança-t-il à son tour. « Ça, c'est le genre de remarque que je n'oublie jamais, mon vieux. » Masterton lui fit un bras d'honneur et Halloran lui renvoya le compliment. « T'as trouvé tes concombres ?» demanda Masterton. « Oui, je les ai trouvés. »« Ben, si tu viens demain de bonne heure, je te donnerai les plus jolies petites pommes de terre nouvelles que t'aies jamais vues. »« Oh, j'enverrai le petit, » dit Halloran. « Tu viens ce soir ?»« Tu nous offres à boire ?»« Et une caisse, ça te suffit ?»« D'accord, j'y serai. T'as intérêt à rentrer directement chez toi avec ta carriole de Richard. Il n'y a pas un flic d'ici à Saint-Pets qui ne t'ait pas repéré. »« Mais tu sais tout, toi, » dit Halloran en souriant. « J'en sais un peu plus long que toi, en tout cas. »« Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu ne manques pas de toupet, sale négro. »« Bon, allez, fous-moi le camp, avant que je ne te balance ces laitues à la gueule. »« Vas-y donc, ce sera durable pour moi. » Masterton fit mine d'en envoyer une. Halloran esquiva le coup, remonta la vitre et démarra. Il se sentait en pleine forme. Depuis une demi-heure, il avait une odeur d'orange dans les narines, mais il n'y avait pas prêté une attention particulière, étant donné qu'il se trouvait dans un marché aux légumes. Il était 4h30 de l'après-midi, un 1er décembre. Le vieux bonhomme hiver avait déjà planté ses fesses, rouges d'engelure, sur la plus grande partie du pays, mais ici les hommes portaient encore des chemises à manches courtes et col ouvert, et les femmes des robes légères et des shorts. Sur le thermomètre lumineux encadré d'énormes pamplemousses qui se dressaient sur le toit de la First Bank en Florida, clignotait le chiffre 26. La Floride, c'est une bien belle invention, pensa Halloran, même avec ses moustiques et tout le reste. Dans le coffre de sa limousine, il avait chargé 2 douzaines d'avocats, un cajot d'oranges, un autre de concombres et un 3e de pamplemousse. 3 sacs à provisions contenaient des oignons d'Espagne, le légume le plus exquis qu'un dieu miséricordieux ait jamais donné aux hommes. Des petits pois sucrés pour accompagner les entrées, qui, 9 fois sur 10, revenaient sans qu'on y ait touché, ainsi qu'une courge noire hubarde pour sa dégustation personnelle. Si Masterton ne venait pas ce soir regarder la télé et boire son Bushmills, il n'en ferait pas une maladie, et pourtant les visites de son ami comptaient beaucoup pour lui, maintenant qu'il n'était plus tellement jeune. Depuis quelques jours, Halloran était très préoccupé par la vieillesse, par la mort. Quand on approche de la soixantaine, à vrai dire quand on l'a dépassé, il faut commencer à penser au grand départ. Ça pouvait arriver n'importe quand. Cette pensée le poursuivait depuis une semaine. Non pas qu'elle le tourmentât vraiment, tout simplement il prenait conscience d'une loi naturelle. La mort faisait partie de la vie, et si l'on n'acceptait pas cette vérité-là, on ne comprendrait jamais rien à la vie. L'idée de sa propre mort est difficile à comprendre, mais elle n'est pas intolérable. Il n'aurait pas su dire au juste pourquoi il s'était mis tout à coup à ressasser tout ça. D'ailleurs, s'il était allé chercher lui-même ces quelques provisions, ce n'était pas seulement pour revoir Masterton, mais aussi pour aller voir McKeever, le jeune avocat noir qui avait loué le bureau au-dessus du Frank's Bar en grille. Alors Anne lui avait fait part de son désir de faire son testament et lui avait demandé s'il pouvait l'y aider. L'affaire avait été rondement menée. Le document avait été rédigé et signé en 3 heures, ce qui prouve que même un charlatan peut se montrer expéditif à l'occasion. Plié et glissé dans une enveloppe de vélin bleu sur laquelle était écrit en lettres gothiques le mot « testament », il se trouvait actuellement dans la poche intérieure de sa veste. Ça faisait des années qu'il remettait ce projet au lendemain, et il n'aurait pas su dire pourquoi il avait choisi, pour le mettre enfin à exécution, une si belle journée ensoleillée, alors qu'il se sentait si bien. Mais un 6e sens lui avait dit que le moment était propice, et il avait l'habitude d'obéir à ce genre d'impulsion. Tout à coup, il fut assailli par une très forte odeur d'orange. Dans le rétroviseur, il pouvait voir ses yeux se dilater, et il comprit aussitôt qu'il allait se passer quelque chose. Le coup lui fut asséné avec une violence qui effaça toute autre sensation, la musique à la radio, la route devant lui, la conscience même de sa propre existence. C'était comme si quelqu'un avait posé un pistolet psychique contre sa tempe et lui avait brûlé la cervelle avec un cri. « Oh, Dick, viens vite, je t'en supplie !» La limousine venait d'arriver à hauteur d'un break Pinto, conduit par un bonhomme en salopette d'ouvrier. Voyant que la Cadillac commençait à empiéter sur sa voie, celui-ci se mit à klaxonner. Mais comme elle ne se redressait toujours pas,
Il jeta un coup d'œil vers son conducteur et découvrit derrière le volant un grand noir, figé sur son siège comme si une décharge électrique venait de le foudroyer et qui levait vers le ciel un regard absent. L'ouvrier freina brusquement pour éviter l'arrière fuselé de la Cadillac, qui, à son étonnement indigné, passa à un cheveu du pare-choc de sa Pinto. Tout en klaxonnant furieusement, il déboîta alors sur sa gauche pour se porter à la hauteur de la limousine, dont les embardées se faisaient de plus en plus folles. Fou de rage, il se mit à invectiver Hallorann, lui suggérant de se prêter à un acte de perversion sexuelle puni par la loi, et de se livrer à des rapports oraux avec divers rongeurs et oiseaux. Il invita tous les membres de la race noire à retourner dans leur pays d'origine et prétendit connaître la destination de l'âme d'Hallorann après sa mort. Pour finir, il déclara avoir rencontré sa mère dans une maison close de la Nouvelle-Orléans. Puis il dépassa la Cadillac et, une fois hors de sa portée, s'aperçut qu'il avait pissé dans son pantalon. L'appel revenait sans cesse. « Viens, Dick, je t'en prie, viens !» Mais il faiblissait de plus en plus, comme une émission de radio à la limite de sa portée. Hallorann finit par reprendre ses esprits et se rendit compte qu'il roulait sur l'épaulement du bas-côté à plus de 80 km/h. Il redressa la voiture, mais les roues arrière continuèrent à chasser tant qu'elles ne furent pas sur la chaussée. Il regarda ses bras. Malgré la chaleur du soleil, il avait la chair de poule. Il se souvenait avoir dit à l'enfant de l'appeler en cas de besoin, et c'est ce qu'il venait de faire. Il se demanda comment il avait pu laisser cet enfant là-haut, sachant combien son don le rendait vulnérable. Il avait sûrement eu des ennuis, peut-être des ennuis très graves. Quand Hallorann rentra, le manager de l'hôtel, un certain Quims, était en train de téléphoner à son bookmaker. Il voulait parier à la course à 4 chevaux de Rockaway. Non, les autres courses ne l'intéressaient pas, mais sur celle-là, il miserait $600 tout rond. Et le dimanche, il parierait sur les Jets. Quims raccrocha, et à voir son air maussade, Hallorann se dit qu'il commençait à comprendre comment, tout en gagnant $50 000 par an avec cet hôtel de villégiature, il pouvait en être réduit à porter des pantalons élimés. « Vous avez des ennuis, Dick ?»« Oui, monsieur Quims. Plutôt, j'aurais besoin de m'absenter pour 3 jours. »« Oh, vous n'êtes pas le seul, dit-il. Mais qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai besoin de 3 jours, répéta Hallorann. C'est pour mon fils. » Le regard de Quims se posa sur la main gauche de Hallorann, qui ne portait pas d'alliance. « Je suis divorcé depuis 1964, expliqua patiemment Hallorann. « Dick, reprit Quims, vous savez ce qu'il en est. Comme tous les week-ends, nous allons être débordés. Tout est déjà pris, même les chambres de bonne, et toutes les tables de la Florida Room sont déjà retenues pour le dimanche soir. Je suis prêt à vous donner ma montre, mon portefeuille et ma retraite. Mais bon sang, vous pouvez même vous taper ma femme si vous aimez les planches à pain. Mais je vous en supplie, ne me demandez pas un congé. Qu'est-ce qui vous arrive? Votre fils est malade ?» Oui, monsieur, répondit Hallorann, essayant de se mettre dans la peau de l'esclave, qui, dans les vieux films, roule des yeux et triture son chapeau de toile en suppliant son maître de lui accorder une faveur. « Il est blessé, un coup de fusil. »« Un coup de fusil » s'exclama Quims. « Oui, monsieur, dit Hallorann d'un air solennel. »« Un accident de chasse ?»« Non, monsieur, dit Hallorann, donnant à sa voix des accents plus graves, plus pathétiques. Jana vit avec un camionneur, et c'est lui qui a tiré sur mon fils. On l'a emmené à l'hôpital de Denver, dans le Colorado. Son état est critique. »« Mais comment diable l'avez-vous appris? Je croyais que vous étiez parti faire le marché. »« C'est exact, monsieur. » Sur le chemin du retour, Hallorann s'était arrêté à la poste pour téléphoner chez Avis, à l'aéroport de Stapleton, et leur demander de lui réserver une voiture de location. Il en avait profité pour ramasser une formule de télégramme qu'il sortait maintenant, toute froissée de sa poche, et qu'il brandissait devant les yeux injectés de sang de Quims. Puis il l'a remis dans sa poche, renchérissant d'une voix encore plus poignante. « C'est Jama qui l'a envoyé. Je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres en arrivant. »« Seigneur Jésus !» s'exclama Quims. Il avait pris une mine de circonstance qu'Hallorann connaissait bien et qui exprimait la compassion de commande qu'un blanc tel que Quims, qui se flattait d'avoir des rapports corrects avec les Noirs, croyait bon d'afficher pour leur malheur, fussent-ils mythiques. « Bon, d'accord, vous pouvez y aller, dit Quims. Baedeker prendra la relève pendant 3 jours. Le plongeur lui donnera un coup de main. » Hallorann hocha la tête et prit un air consterné, bien que la pensée du plongeur en train d'aider Baedeker l'amusa énormément. Même dans ses meilleurs jours, le plongeur était de ceux qui ne savent même pas pisser sans en mettre partout. Si on le bombardait aide-cuisinier, Dieu seul savait de quoi il serait capable. « Je tiens à vous rembourser les jours que j'aurais manqués, » poursuivit Hallorann. « Je sais que je vous mets dans une situation très difficile, monsieur Quims. » Le visage de Quims se contracta encore davantage. Il avait l'air de quelqu'un qui vient d'avaler une arête de poisson. « Oh, nous reparlerons de ça plus tard. Allez faire vos valises, je parlerai à Baedeker. Voulez-vous que je vous réserve une place d'avion ? » « Non, merci, monsieur, je le ferai moi-même. » Ils se serrèrent la main par-dessus le bureau. Hallorann eut toutes les peines du monde à garder son sérieux tant qu'il ne fut pas arrivé au quartier général des employés.
Là, il s'esclaffa jusqu'à pleurer de rire. Il s'essuyait les yeux quand il sentit à nouveau le parfum d'orange, si fort cette fois-ci qu'il en fut incommodé. Un nouvel appel fulgurant l'atteignit en plein cerveau et le projeta en arrière contre le mur. « S'il te plaît, Dick, viens vite !» Il mit un moment à reprendre ses esprits, puis dès qu'il s'en sentit la force, il grimpa l'escalier extérieur qui montait à son appartement. Quand il se baissa pour prendre la clé qu'il cachait sous le paillasson de roseaux tressés, quelque chose tomba de la poche de sa veste et heurta avec un bruit mat les lattes du parquet. Encore sous le choc du message qu'il venait de recevoir, il resta un moment sans comprendre ce que contenait cette enveloppe bleue. Quand il la ramassa, le lacis arachnéen du mot « testament » lui sauta aux yeux. « Oh, mon Dieu, c'est donc ça qui m'attend ?» Il n'en savait rien au juste, mais ce n'était pas impossible. Dans une semaine, la pensée de sa propre disparition le hantait comme une... Vas-y, dis-le. Comme une prémonition. La mort ? Dans un éclair, il crut saisir le sens de sa vie, non pas sa chronologie, ni les hauts ni les bas, mais ce qu'elle représentait pour lui maintenant. Martin Luther King, peu avant qu'une balle ne l'expédiât dans sa tombe de martyr, avait dit qu'il était parvenu au sommet de la montagne. Dick ne pouvait pas en dire autant, mais il avait tout de même atteint, après des années de lutte, un plateau ensoleillé. Il avait de bons amis et toutes les références qu'il fallait pour trouver du boulot quand il le voulait. Quand il avait envie de baiser, il savait où aller. C'était à la bonne franquette, sans qu'on lui pose de questions et sans qu'on se casse la nénette pour savoir ce que tout ça voulait dire. Il avait accepté sa peau noire et il en était heureux. Il avait plus de 60 ans et il pouvait enfin se laisser vivre. Allait-il risquer de mettre fin à tout ça pour sauver 3 blancs qu'il ne connaissait même pas ? Mais ce n'était pas tout à fait vrai, du moins pas en ce qui concernait l'enfant. Il y avait eu d'emblée entre eux une complicité profonde, comme celle de très vieux amis. Ils s'étaient compris instinctivement parce que, sans l'avoir voulu, ni rien fait pour cela, ils possédaient tous deux ce don qui leur permettait de voir clair là où les autres voyaient trouble ou ne voyaient pas du tout. Il avait une sorte de phare dans la tête. Non, le phare, c'est lui qui l'a. Toi, tu n'as qu'une torche électrique. Et maintenant qu'il sentait l'enfant en danger, il ne pouvait pas lui tourner le dos. Le fait qu'il fût blanc n'y changeait rien. Quand ils avaient bavardé ensemble, sans avoir recours à la parole, la différence de couleur n'avait pas compté. Alors il irait dans le Colorado, et il ferait tout ce qu'il pouvait pour sauver l'enfant, car sinon il savait qu'il mourrait et qu'il le sentirait mourir dans sa tête. Il boirait la coupe jusqu'à la lie, mais comme il n'avait rien d'un surhomme, il ne put s'empêcher de la trouver amère. Elle s'était levée et s'était mise à le poursuivre. Il était en train de jeter pêle-mêle des vêtements de rechange dans son sac de voyage quand le vieux souvenir ressurgit, le clouant sur place comme il le faisait toujours. Aussi essayait-il d'y penser le moins possible. La femme de ménage, Dolores Vickery, dans un état hystérique, en avait parlé aux autres femmes de ménage, et puis encore à des clients. Quand Ullmann l'avait appris, et cette idiote aurait dû prévoir qu'il l'apprendrait tôt ou tard, il l'avait mise à la porte sur le champ. En larmes, elle était venue trouver alors Anne, bouleversée non pas tant par la perte de son job, mais par l'horreur de ce qu'elle avait vu dans cette chambre du 2e étage. Le soir même, il avait subtilisé le passe-partout et il était monté voir. Si jamais Ullmann l'avait surpris dans la chambre, la clé à la main, il se serait retrouvé le lendemain avec Dolores au bureau des allocations de chômage. Il avait trouvé le rideau de douche tendu devant la baignoire. Il avait eu une prémonition de ce qu'il allait découvrir s'il le tirait, mais il l'avait quand même tiré. Mrs. Massey, ballonnée et violette, gisait dans la baignoire à moitié pleine. Le cœur palpitant, la gorge serrée, il l'avait longuement regardée. Il avait déjà remarqué d'autres phénomènes inquiétants à l'Overlook. Il y faisait souvent de mauvais rêves. Il y avait un bal masqué, et lui, en tant que chef cuisinier, était de service au dancing. Quand les invités avaient enlevé leurs masques, ils avaient dévoilé des faciès d'insectes pourrissants. Il y avait eu aussi les buis. Par 2 fois, même peut-être 3, il les avait vus, ou cru les voir, bouger. Le chien, qui jusque-là faisait le beau, lui avait semblé changer de posture et se ramasser pour bondir, et il avait cru voir les lions s'approcher du terrain de jeu comme pour attaquer les gosses qui s'y amusaient. À sa montre, il était 17h30. Au moment de quitter son appartement, il se souvint qu'on était déjà en plein hiver dans le Colorado, surtout là-haut dans la montagne, et il retourna vers son placard. Il tira de sa housse en plastique son long par-dessus doublé de peau de mouton et le jeta sur son bras. C'était le seul vêtement d'hiver qu'il possédait. Il éteignit les lumières, jeta un coup d'œil autour de lui. N'avait-il rien oublié ? Si. Il retira le testament de sa poche de sa veste et le glissa dans le cadre du miroir. Avec un peu de chance, il reviendrait le chercher. Oui, avec un peu de chance. Il quitta l'appartement, ferma la porte derrière lui et posa la clé sous le paillasson, puis dévala l'escalier extérieur pour rejoindre sa Cadillac décapotable.
À mi-chemin de l'aéroport international de Miami, il s'arrêta dans la blanchisserie automatique d'un centre commercial et appela United Airlines. Là, loin du standard où Quims et ses mouchards auraient pu l'écouter, il se renseigna sur les vols vers Denver. Il y en avait un à 18h36. Est-ce que M. Halloran pouvait être à l'aéroport à temps pour le décollage? Halloran jeta un coup d'œil à sa montre qui marquait 18h02 et répondit qu'il pouvait arriver à temps. Y avait-il encore des places sur ce vol? Je vais voir. Il eut dans l'écouteur un déclic métallique suivi d'une musique sirupeuse d'un Montavani qui était censé rendre l'attente plus supportable, mais qui n'en fit rien. Une minute s'écoula, puis deux. Il était sur le point de partir sans attendre la réponse et de tenter sa chance, quand la voix chuchotante de la demoiselle des réservations l'informa qu'il y avait une place annulée, mais que c'était en première. Ça ne faisait rien? Non, il la prenait. Est-ce qu'il payait en liquide ou avec une carte de crédit? En liquide, ma mignonne, en liquide. Il faut que je parte tout de suite. Et son nom, c'était Halloran, avec 2 L et 2 N. À tout de suite. Il faillit arriver à l'heure. Il avait poussé la limousine jusqu'à 120 km à l'heure et l'aéroport était déjà en vue quand un des plus beaux spécimens de la flicaille floridienne l'obligea à se ranger sur le bas-côté. Halloran abaissa la vitre automatique, mais à peine avait-il ouvert la bouche pour s'expliquer que déjà le flic feuilletait son carnet de procès-verbaux. « Oh, je sais, lui dit-il avec un air de commisération. C'est un enterrement à Cleveland, celui de votre père. Ou un mariage à Seattle, celui de votre sœur. Ou encore un incendie à San José, qui a brûlé la confiserie de votre grand-père. J'adore cette route, juste devant l'aéroport. Déjà, à l'école, j'adorais écouter les histoires. Écoutez, monsieur l'agent, mon fils est... Oh, la seule chose que je n'arrive jamais à deviner avant la fin de l'histoire, dit l'agent qui avait trouvé la bonne page dans son carnet, c'est le numéro de permis de conduire du contrevenant et les renseignements qui se trouvent sur sa carte grise. Alors, soyez gentil, montrez-les-moi. Alors Anne sonda le regard placide de ses yeux bleus, se demandant s'il devait quand même raconter l'histoire de son fils blessé à l'hôpital, mais préféra se taire, de peur que ce récit n'aggravât son cas. Ce flic n'était pas un Quims. Il tira donc son portefeuille de sa poche. « Bravo, dit le flic. Voudriez-vous avoir l'amabilité de me montrer ces papiers? Il faut simplement que je mette le point final à votre histoire. » Sans desserrer les dents, Halloran sortit son permis de conduire et sa carte grise et l'étendit à l'agent. « C'est très bien. C'est tellement bien que vous allez gagner un prix. »« Un prix » demanda Halloran, reprenant espoir. « Oui, quand j'aurai fini de noter vos numéros, je vais vous donner un petit ballon à gonfler pour moi. »« Sainte Vierge, ayez pitié de nous, » gémit Halloran. « Mais, monsieur l'agent, mon vol... »« Chut, dit l'agent, soyez sage. » Halloran ferma les yeux. Il arriva au bureau d'United Airlines à 10h49, caressant encore l'espoir que le décollage avait été retardé pour une raison quelconque. Mais il n'eut même pas besoin de demander à l'employé. Le tableau indicateur des départs au-dessus de la porte le mit tout de suite au courant. Le vol 901 pour Denver, prévu pour 18h36, avait décollé à 18h40. Il l'avait manqué de 9 minutes. « Oh merde !» dit Dick Halloran. Subitement, une nouvelle bouffée du parfum d'orange, entêtant, écœurant, le submergea. Il eut tout juste le temps de gagner les toilettes avant que le nouvel appel ne fît résonner sa tête. « Viens, je t'en supplie, Dick, viens !» Chapitre 39. Sur l'escalier. Il était 7h15, heure de la montagne, quand Wendy trouva Danny assis sur l'escalier, entre le hall et le premier étage. Il jouait avec une balle qu'il faisait sauter d'une main dans l'autre, tout en fredonnant d'une voix monocorde une chanson d'Eddie Cochran. Elle vint s'asseoir derrière lui et remarqua alors que sa lèvre inférieure était tuméfiée et qu'il avait du sang séché sur le menton. Son cœur bondit dans sa poitrine, mais elle s'efforça de lui parler d'une voix calme. « Que s'est-il passé, prof » demanda-t-elle, certaine déjà de connaître la réponse. Jack l'avait frappé, c'était évident. Ça devait arriver. C'était ça le progrès. La roue tournait jusqu'à ce que l'on se retrouve au point de départ. « J'ai appelé Tony, dit Danny. Dans le dancing, j'ai dû tomber du fauteuil, mais ça ne me fait plus mal. C'est seulement comme si j'avais une lèvre un peu trop grosse. »« C'est bien la vérité ?» demanda-t-elle en le scrutant d'un air inquiet. « Oui, ce n'est pas papa qui l'a fait, répondit-il. Pas cette fois-ci. » Elle le regardait lancer la balle d'une main dans l'autre et se sentait gagnée par un malaise indéfinissable. Il avait lu ses pensées, encore une fois. « Et qu'est-ce que Tony t'a dit, Danny ? Bon, qu'est-ce que ça peut te faire ?» Son expression fermée et sa voix indifférente lui faisaient froid dans le dos. « Danny !» Elle lui saisit l'épaule, plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, mais il ne réagit pas et n'essaya même pas de se dégager. « Nous sommes en train d'abîmer cet enfant.
Pas seulement Jack et moi, mais le père de Jack et ma mère aussi. Pourquoi ne viendraient-ils pas y ajouter leur grain de sel? L'Overlook regorge tellement de fantômes, déjà qu'un de plus ou de moins. Oh Seigneur, il me fait penser à ces valises que l'on monte dans les réclames, écrasées sous des voitures, jetées d'un avion, passées au laminoir, ou à une de ces montres Timex indestructibles qui continuent à marcher quoi qu'on leur fasse. Oh Danny, tu me brises le cœur. Ça ne fait rien, reprit-il. La balle sautait d'une main dans l'autre. Tony ne pourra plus venir. Ils ne le permettront pas. Il est vaincu. Qui ne le laissera pas revenir? Les gens de l'hôtel. Il leva sur elle un regard où l'indifférence de tout à l'heure avait fait place à la terreur. Danny, arrête. Ne te tourmente pas ainsi. Ils veulent s'emparer de papa, expliqua Danny. Et de toi aussi. L'hôtel veut nous prendre tous. Ils trichent avec papa. Ils lui font croire que c'est lui qui les intéresse, alors qu'en fait, c'est moi. Mais ils nous auront tous les trois. Oh, si seulement le scooter. Ils l'ont empêché de le mettre en état de marche, dit Danny, avec la même voix éteinte. Ils l'ont obligé à jeter une de ses pièces très loin dans la neige. Je le sais, parce que je l'ai rêvé. Et il sait qu'il y a vraiment une femme dans la chambre de 117. Il la fixa de ses yeux sombres. Mais ça ne fait rien si tu ne me crois pas. Elle glissa son bras autour de lui. Mais je te crois, Danny. Dis-moi la vérité. Est-ce que ton papa... Est-ce qu'il va essayer de nous faire du mal? Ils vont l'y pousser, répondit Danny. Je lance des appels à M. Halloran. Il m'avait dit que si j'avais besoin de lui, je n'avais qu'à l'appeler. Et c'est ce que je fais. Mais c'est très dur et ça me fatigue. Le pire, c'est que je ne sais pas s'il m'entend ou pas. Je ne pense pas qu'il puisse m'appeler de son côté parce que c'est trop loin pour lui. C'est peut-être même trop loin pour moi. Demain... Qu'y a-t-il demain? Il secoua la tête. Oh, rien. Et où se trouve ton père à présent? Demanda-t-elle. Il est au sous-sol. Je ne pense pas qu'il remonte ce soir. Soudain, il se redressa. Attends-moi ici. Je reviens dans 5 minutes. La cuisine était froide et vide sous son éclairage au néon. Elle alla au porte-couteau où s'alignaient les couteaux retenus par des bandes aimantées. Elle prit le plus long et le plus pointu et l'enveloppa dans un torchon. Puis elle s'en alla, sans oublier d'éteindre les lumières. Assis sur l'escalier, Danny suivait du regard la balle rouge qui sautait d'une de ses mains dans l'autre. Il chantonnait, et en tendant l'oreille, il pouvait saisir les 1000 bruits à peine perceptibles qui commençaient à remplir l'Overlook. Effrayant palais des mystères où toutes les attractions se terminaient par la mort, où les monstres de carton-pâte étaient bel et bien vivants, où les buis taillés se mettaient soudain à bouger, où une petite clé d'argent animait des marionnettes obscènes. Ces esprits, ces fantômes soupiraient, chuchotaient inlassablement, comme le vent d'hiver autour du toit. Dans le dancing obscur, la pendule, sous son globe de verre, sonna à 7h30 de son carillon musical. Une voix éraillée que l'alcool rendait sauvage cria « Ôtez vos masques, hein, que tout le monde baise !» Wendy, qui traversait le hall, s'arrêta brusquement. Elle regarda Danny, toujours assis sur l'escalier. « Tu n'as pas entendu quelque chose ?» Danny la regarda sans répondre et continua de jouer avec sa balle. Ils ne dormiraient pas beaucoup cette nuit-là, même s'ils couchaient tous les trois dans la même pièce, derrière une porte verrouillée. Les yeux ouverts dans le noir, Danny réfléchissait. Il veut devenir un des leurs, rester avec eux pour l'éternité. Voilà ce qu'il veut. Wendy avait caché le couteau de boucher, enveloppé dans son torchon, sous le lit, pour l'avoir à portée de la main. Bercés par les grincements de l'hôtel, ils essayaient de s'endormir, mais sans y parvenir véritablement. Dehors, un ciel de plomb avait recommencé à cracher de la neige. Chapitre 40. Au sous-sol. La chaudière! Nom de Dieu, la chaudière! Comme un voyant rouge, l'avertissement s'alluma dans l'esprit de Jack. Il se souvint des paroles de Watson. Si vous l'oubliez, elle n'arrêtera pas de grimper et elle finira par vous envoyer sur la Lune tous les trois. Elle est réglée à 250, mais dans l'état où elle est, elle risque d'exploser bien avant. Même à 180, j'aurai la trouille de m'approcher d'elle. Jack avait passé la nuit ici, au sous-sol, penché sur les boîtes de vieux papiers, possédé par l'idée qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps et qu'il fallait se dépêcher. Il lui manquait toujours la pièce maîtresse qui lui permettrait de comprendre l'ensemble. Les vieux papiers qui tombaient en poussière lui avaient jauni et encrassé les doigts. Plongé dans ses recherches, il avait complètement oublié de vérifier la chaudière. La dernière fois qu'il avait baissé la pression, c'était la veille au soir, vers 6 heures, lorsqu'il était arrivé au sous-sol. Et à présent, il était... Il regarda sa montre et bondit, renversant une pile de vieilles factures. Nom de Dieu! Il était 5h moins le quart du matin. Derrière lui, le brûleur chauffait bon train et la chaudière gémissait, chuintait. Il se précipita vers elle.
Depuis un mois, il avait considérablement maigri, et avec son visage mal rasé, il avait l'allure émaciée d'un survivant de camp de concentration. Le manomètre de la chaudière marquait 210 livres de pression. Il crut voir les flancs rapiécés et ressoudés de la vieille cuve céder et se distendre dans un effort ultime. Elle grimpe, même à 180, j'aurais la trouille de m'approcher d'elle. Soudain, la voix de la tentation surgit du plus profond de lui-même. Laisse-la exploser. Va chercher Wendy et Danny, fous-toi le camp d'ici et laisse-la péter. Il pouvait imaginer l'explosion. 2 détonations qui pulvériseraient l'hôtel, la première arrachant son cœur et la seconde son âme. La chaudière éclaterait dans un éclair orange et violet qui ferait pleuvoir du shrapnel brûlant dans tout le sous-sol. Il imaginait les brandons de métal fusant d'un bout de la pièce à l'autre, rebondissant du plancher au plafond comme d'étranges boules de billard, déchiquetant l'air de leurs flammes sifflantes. Certains de ces tisons meurtriers tomberaient sur les vieux papiers de l'autre côté du passage voûté et y allumeraient un feu d'enfer, un feu qui détruirait à tout jamais les secrets et les pièces à conviction, si bien que le mystère de l'hôtel demeurerait intact jusqu'à la fin des temps. Puis le gaz exploserait, transformant la partie centrale de l'hôtel en fournaise. Le feu gagnerait les escaliers, les couloirs, les plafonds et les chambres. L'Overlook s'y consumerait, comme le château dans la dernière scène de Frankenstein. Les flammes se répandraient dans les ailes, courraient comme des invités pressés sur la moquette à guirlandes bleues de nuit. La tapisserie de soie s'embraserait, se détacherait en tortillons fuligineux. Il n'y avait pas de système d'arrosage, rien que ces extincteurs surannés sans personne pour s'en servir. Et il n'y aurait pas de camion de sapeurs-pompiers avant la fin mars. Alors brûle, baby, brûle. En 12 heures, le feu n'aurait laissé de l'hôtel qu'une carcasse bien nettoyée. Sa main restait figée sur la manette qui réduirait la pression et empêcherait l'incendie. Ses yeux brillaient dans leurs orbites comme des saphirs. C'est ma dernière chance. Wendy et Danny auraient le temps de sortir, même s'ils dormaient. Ils ne risquent rien, il en était sûr. Et il ne pensait pas que les buis ou quoi que ce soit d'autre puisse les empêcher de s'enfuir si l'Overlook flambait. Les flammes. À l'intérieur du voyant, que la crasse avait rendu presque opaque, l'aiguille était montée jusqu'à 220. Un grognement métallique commençait à monter des entrailles de la chaudière. Par 1000 interstices, des jets de vapeur fusaient comme des piquants d'un porc-épic. Le feu détruira tout. Il se remémora comment son père, quand il était enfant, avait enfumé dans leur jardin un nid de guêpes accroché à une des branches de leur pommier, puis, une fois détaché de l'arbre, l'avait fait flamber en l'arrosant d'essence. Soudain, Jack sursauta. Il s'était laissé aller à somnoler et avait failli ne pas se réveiller. Mais à quoi donc, pensait-il, bon Dieu? Protéger l'hôtel, c'était ça son travail. Il était bien le gardien. Sous l'effet de la peur, ses mains étaient devenues moites de sueur et elles glissèrent sur la manette. Alors il agrippa solidement ses doigts au rayon et la fit tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Un énorme jet de vapeur jaillit de la chaudière comme le souffle d'un dragon. Jack fut enveloppé d'une brume tiède et tropicale qui montait des entrailles du mastodonte. Il ne distinguait plus le cadran et crut avoir trop attendu. Les grognements et les craquements de la chaudière redoublèrent, suivis de borborygmes caverneux et de gémissements de métal tendus à craquer. Quand la vapeur se dissipa, il vit que la pression était tombée à 200 et qu'elle continuait de baisser. Les jets de vapeur qui s'échappaient des joints des réparations perdaient de leur force et le tintamarre se calmait peu à peu. 190, 180, 175. Tremblant, la respiration oppressée, il s'éloigna de la chaudière et regarda ses mains. Des cloques s'étaient déjà formées sur ses paumes. Au diable les cloques, pensa-t-il avec un rire mal assuré. Il avait failli mourir, la main sur la manette, comme Cazet, le conducteur de train dans la chanson La mort de la vieille 97. Puis encore, il avait failli laisser exploser l'Overlook. Ça aurait été son ultime échec, mais aussi le plus retentissant. Il avait échoué comme enseignant, comme écrivain, comme mari et comme père. Il n'avait même pas réussi à devenir un ivrogne. Mais en matière d'échecs, il était difficile d'imaginer un plus bel exploit que celui-là, faire exploser l'hôtel dont on vous a confié la garde. Il avait finalement réussi à sauver l'hôtel. Ça valait bien un petit verre, non? Il tira son mouchoir de sa poche arrière et se dirigea vers l'escalier en s'essuyant la bouche. Un petit remontant, rien qu'un seul, pour alléger sa souffrance. Il avait bien servi l'Overlook, et maintenant l'Overlook allait le récompenser, c'était évident. Il monta l'escalier d'un pas vif et alerte, comme un soldat pressé de rentrer chez lui après une longue et dure bataille. Il était 5h20 du matin. Chapitre 41. L'aube. Danny se réveilla en sursaut avec l'impression d'étouffer. Il venait de faire un affreux cauchemar. Un incendie avait dévoré l'Overlook. Sa maman et lui l'avaient regardé flamber depuis la pelouse. Et maman avait dit
Regarde, Danny, regarde les buis. Il les avait regardés, ils étaient tous morts. Leur feuillage roussi laissait paraître par endroits comme des squelettes à moitié décharnés, des touffes compactes de petites branches. Une torche vivante s'était ruée dehors par la porte d'entrée. C'était son père, les vêtements en flammes, ses cheveux flambant comme un buisson ardent, la peau déjà bronzée par un hâle sinistre. C'est alors que, la gorge serrée par l'angoisse, ses mains cramponnées aux couvertures, Danny s'était réveillé. Avait-il crié? Il jeta un coup d'œil vers sa mère. Couverte jusqu'au menton, Wendy était couchée sur le côté, une mèche de cheveux couleur paille barrait sa joue. Elle ressemblait elle-même à un enfant. Non, il n'avait pas crié. Couché dans son lit, le nez pointé vers le plafond, il attendit que le cauchemar se dissipe. Il avait le sentiment curieux qu'une immense tragédie venait d'être évitée de justesse. Était-ce un incendie? Une explosion? Il laissa partir son esprit à la recherche de son père et le localisa dans le hall. Il essaya de pénétrer un peu plus avant dans ses pensées et devina qu'il avait de nouveau envie de faire le vilain. Jack était en train de se dire que un verre ou deux, ça ne ferait pas de mal. Est-ce que ça peut foutre que ce ne soit pas l'heure du cocktail? Tu te souviens, Hal, de ce que nous disions, qu'à chaque instant le soleil est en train de se coucher quelque part, et que par conséquent c'est toujours l'heure de s'envoyer un gin tonic, un bourbon avec un soupçon de bitters, un scotch avec du soda ou un rhum arrosé de Coca-Cola? Tout ça c'est kiff-kiff. Alors un verre pour toi et un autre pour ma pomme, et trinquons aux martiens qui ont déjà atterri quelque part dans le monde, à Princeton, à Houston, à Stockley-sur-Carchimael, je m'en fous, après tout, c'est la saison des fêtes. Bien qu'ici on ne s'en aperçoive guère. Arrête de lire ses pensées, petit morveux. Cette semonce mentale lui donna la chair de poule, et il s'agrippa plus désespérément encore aux couvertures. Ce n'était pas son père, mais c'était une imitation habile de la voix rauque, brutale et sarcastique qu'il avait quand il avait bu. Ils étaient donc déjà là? Il rejeta les couvertures et posa les pieds à terre. De la pointe du pied, il ramena ses pantoufles de dessous le lit et les enfila. Puis il gagna la porte, ses pieds effleurant la moquette dans un bruissement sourd. À peine avait-il atteint le couloir principal qu'il aperçut au milieu un homme accroupi à quatre pattes. Danny s'arrêta net, pétrifié. L'homme le fixa de ses petits yeux rouges. Il était déguisé en chien, dans une combinaison en étoffe d'argent pailleté, avec une fermeture éclair le long du dos, et une longue queue flasque terminée par un pompon. Près de lui, à terre, gisait la tête de l'animal avec deux trous pour les yeux et une gueule grande ouverte au croc de papier mâché, à travers laquelle on apercevait des festons noirs de la moquette bleue de nuit. L'homme-chien avait la bouche, le menton et les joues tout barbouillés de sang. Il se mit à grogner. Il avait beau sourire à Danny, ses grognements gutturaux avaient quelque chose de terrifiant. Puis ce furent de véritables aboiements, et Danny remarqua que ses dents étaient aussi rouges de sang. « Laisse-moi passer, dit Danny. « Je vais te manger, mon petit bonhomme, répondit l'homme-chien, et il aboya de plus belle. C'étaient des imitations d'aboiements, mais leur férocité n'était pas feinte. Danny eut un mouvement de recul, mais ne s'enfuit pas. « Laisse-moi passer. Je vais te manger, mon enfant, en commençant par tes petites couilles dodues. » Faisant des bonds folâtres et montrant des dents, il s'avança vers Danny. Les nerfs de Danny craquèrent et il détala le long du petit couloir qui menait vers leur appartement, laissant derrière lui un déchaînement de hurlements, d'aboiements, de grognements, entrecoupés de paroles confuses et d'éclats de rire. À mi-chemin de leur porte, Danny s'arrêta, tout frissonnant de peur, et tendit l'oreille. L'homme-chien s'en allait par le couloir principal, et, complètement ivre, hurlait d'une voix désespérée. « Vas-y, bande! Harry, espèce de salope, je te dis de bander! Je me fous pas mal de tes casinos, de tes compagnies d'aviation et de tes compagnies de cinéma. Ça ne m'impressionne pas. Je connais le véritable Horace Derwent, je le connais bien. Je te dis de bander. » Le cœur battant, Danny gagna à pas lents la porte de la chambre au bout du couloir, l'entrebâilla et passa la tête. Sa maman dormait toujours et n'avait pas bougé. Il était le seul à entendre les vociférations de l'homme-chien. Il referma doucement la porte et s'en revint au croisement du petit couloir et du grand, espérant que l'homme-chien aurait disparu comme avait disparu la tache de sang sur les murs de la suite présidentielle. Arrivé à l'angle, il risqua un coup d'œil furtif dans le couloir principal. L'homme-chien se trouvait maintenant sur le palier de l'escalier. Il avait remis la tête de son déguisement et gambadait à quatre pattes, courant en rond après sa queue. Par moments, il bondissait en l'air et lâchait des jappements quand il retombait sur le tapis. Ouah, ouah. Danny s'en revint vers la chambre, s'assit sur son lit de camp et se cacha le visage dans ses mains. À présent, c'était l'hôtel qui menait la danse. Peut-être qu'au départ, tout n'était arrivé que par hasard, et que les visions qu'il avait eues n'étaient pas plus dangereuses que des images dans un livre. Mais maintenant, c'était l'hôtel qui tirait les ficelles, dans le but évident de leur nuire.
L'Overlook ne tenait pas à ce que Danny rejoigne son père. Ça pourrait gâcher la fête. Alors il avait mis l'homme-chien sur son chemin, tout comme il avait interposé les animaux de buis entre eux et la route pour bloquer une fuite éventuelle. Mais son papa pouvait encore venir jusqu'à leur chambre, et c'est ce qu'il fera tôt ou tard. Il se mit à pleurer, et les larmes ruisselaient silencieusement le long de ses joues. C'était trop tard, ils allaient mourir tous les trois, et quand l'Overlook rouvrirait à la fin du printemps, ils seraient là, eux aussi, pour accueillir les clients, comme tous les autres fantômes de l'hôtel, comme la femme dans la baignoire, l'homme-chien et l'horrible petite créature au fond du tunnel en ciment. Ils seraient... Oh, ça suffit, arrête! Furieux, il essuya avec ses poings les larmes de ses yeux. Il ne se laisserait pas faire. Au contraire, il ferait tout son possible pour qu'il ne leur arrive rien, ni à son papa, ni à sa maman, ni à lui-même. Il ferma les yeux et l'appel partit, foudroyant comme l'éclair. « Dick, je t'en supplie, viens vite! Nous avons les pires ennuis, nous avons besoin de toi !» Et soudain, dans le noir, derrière l'écran de ses paupières, le monstre surgit, brandissant sa massue préhistorique au-dessus de sa tête. Le monstre en blanc qui, dans ses rêves, le poursuivait à travers les couloirs obscurs de l'Overlook. « Je te ferai taire, sale garnement! Je te ferai taire parce que je suis ton père !»« Non !» Revenu soudain à la réalité, Danny se mit à hurler, et ses cris qu'il ne parvenait pas à étouffer réveillèrent en sursaut sa mère, qui se dressa, serrant nerveusement les draps contre sa poitrine. « Non, papa, non, non, non !» Ils avaient tous les deux entendu le sifflement menaçant de la massue qui avait fauché l'air tout près d'eux. Il courut vers sa mère, l'étreignit, tremblant comme un lapin pris au collet. Les sifflements alors s'éloignèrent et le silence revint. Non, l'Overlook ne le laisserait plus faire appel à Dick. Ça aussi, ça gâcherait la fête. Ils étaient seuls. Dehors, la neige tombait de rue, tissant un rideau épais qui les isolait du monde. Chapitre 42. En plein vol. Le premier appel pour le vol de Dick Hallorann fut lancé à 6h45 du matin, mais Dick, qui faisait passer nerveusement son sac de voyage d'une main à l'autre, fut retenu près de la porte de l'embarquement 31 par le contrôleur, jusqu'au dernier appel à 6h45. Le seul passager du vol TWA 196 Miami-Denver à ne pas encore s'être présenté, un dénommé Carlton Wecker, pouvait toujours surgir et réclamer sa place. « Ok, dit le contrôleur en tendant à Hallorann une carte d'embarquement bleue de première classe. « Vous avez eu de la chance. Vous pouvez monter, monsieur. » Hallorann se précipita sur la rampe d'embarquement. Une hôtesse de l'air au sourire mécanique déchira la carte et lui en rendit le talon. « Nous allons servir le petit déjeuner pendant le vol, dit l'hôtesse. Voulez-vous... Oh, rien que du café, ma jolie, lui dit-il au passage. Et il se dirigea vers la section fumeur. Jusqu'à la dernière seconde, il s'attendait à voir le Carlton Wecker passer la tête par la porte et lui faire coucou d'un air narquois. Sa voisine, assise à côté du hublot, lisait « Vous pouvez être meilleur que votre ami » d'un air furibond et incrédule. Hallorann avait passé la nuit à l'aéroport, allant d'un comptoir à l'autre, d'United à Braniff, en passant par American et TWA, harcelant les employés. Un peu après minuit, tandis qu'il buvait à la cantine sa 8e ou 9e tasse de café, il avait décidé que c'était de la folie de vouloir s'occuper de cette affaire. Ce qu'il fallait faire, c'était prévenir les autorités. Il était descendu au standard, et après avoir parlé aux 3 téléphonistes différentes, il avait obtenu le numéro du service secours du parc national des Rocheuses. L'homme qui avait répondu au téléphone paraissait à bout de force. Hallorann avait donné un faux nom et avait dit qu'on avait des ennuis à l'hôtel L'Overlook de Sinwinder, de graves ennuis. On lui avait demandé alors de patienter un moment. 5 minutes plus tard, le garde forestier, Hallorann supposait que c'en était un, était revenu au bout du fil. « Ils ont bien un poste émetteur ?» demanda le garde. « Oui, bien sûr qu'ils ont un poste émetteur » répondit Hallorann. « Alors, comment se fait-il qu'ils ne nous ont pas envoyé de SOS ?»« Mais je n'en sais rien, et je m'en fous, mais... » « Et quel genre d'ennui ont-ils, monsieur Hall ?»« Eh bien, c'est une famille, le gardien, sa femme et son fils. J'ai l'impression que le père commence à dérailler et qu'il pourrait bien s'attaquer à sa femme et à son gosse. »« Et puis-je savoir d'où vous tenez ces renseignements, monsieur ?» Hallorann ferma les yeux. « Comment vous appelez-vous, mon gars ?» demanda Hallorann. « Tom Staunton, monsieur. »« Eh bien, Tom, je le sais, un point c'est tout. Je vais vous expliquer aussi clairement que possible. Ça va très mal là-haut. Ça risque de dégénérer en assassinat. Vous comprenez ce que je vous dis ? Monsieur Hall, je dois quand même vous demander de préciser les sources de vos renseignements. » « Écoutez, dit Hallorann, je vous dis que je le sais. »« Mais, monsieur Hall, vous ne téléphonez pas du Colorado. »« Non, mais je ne vois pas. Alors, si vous n'êtes pas dans le Colorado, vous ne pouvez pas recevoir les émissions du poste de l'hôtel.
Et si vous ne pouvez pas recevoir leurs émissions, vous n'avez pas pu avoir de contact direct avec les... Alors Anne entendit un froissonnement de papier. Les Torrance. Tandis que vous attendiez, j'ai essayé de leur téléphoner. La ligne est coupée, ce qui n'a rien d'étonnant. Il y a encore 25 miles de ligne aérienne entre l'hôtel et le central de Senwinder. Je finis par croire que vous n'êtes qu'un farfelu. Et vous, reprit Halloran, pauvre... Mais son désespoir était trop grand pour qu'il trouvât l'épithète adéquate. Brusquement, il eut une inspiration. « Appelez-les » s'écria-t-il. « Pardon ?»« Vous avez un poste émetteur, et ils ont un poste émetteur. Alors appelez-les. Appelez-les et demandez-leur ce qui se passe. » Il eut un bref silence pendant lequel on n'entendit que le bourdonnement de la ligne. « Vous avez déjà essayé, n'est-ce pas ?» demanda Halloran. « C'est pour ça que j'ai tellement attendu. Vous avez d'abord essayé le téléphone, puis le poste émetteur, et vous n'avez reçu aucune réponse. Mais vous continuez à affirmer que tout va bien. Mais qu'est-ce que vous foutez là-haut, mon Dieu? Vous passez votre temps le cul sur une chaise à faire des parties de belote? » Non, pas du tout, s'écria vivement Staunton, prenant la mouche à son tour. À entendre cette voix furieuse, Halloran se sentit soulagé. Pour la première fois, il eut l'impression d'avoir un homme et non pas un disque à l'autre bout du fil. « Et je suis seul ici, monsieur. Tous les autres gardes forestiers, sans compter les gardes-chasse et les volontaires, sont à Astinotch, en train de risquer leur vie pour sauver 3 couillons qui se sont imaginés qu'avec 6 mois d'entraînement, ils pouvaient s'attaquer à la face nord du King's Ram. Ils sont coincés à mi-chemin, et il y a une chance sur 2 qu'ils y restent. Alors si vous n'avez toujours pas compris, je vais vous faire un dessin. Primo, je n'ai personne à envoyer à l'Overlook. Secondo, ce qui se passe à l'Overlook n'est vraiment pas de notre ressort. Nous sommes là d'abord pour le parc national. Tertio, d'ici l'aube, d'après le bureau météorologique national, un blizzard carabiné va nous tomber dessus, et aucun de nos hélicoptères ne pourra décoller. Alors, vous avez pigé? Oui, dit Halloran à voix basse. J'ai pigé. Quant à savoir pourquoi je n'ai pas eu de réponse à mon appel radio, je pense que l'explication est toute simple. Je ne sais pas l'heure qu'il est là où vous vous trouvez, mais ici, il est 9h30 du soir. Il est raisonnable de penser qu'ils ont débranché leur poste et qu'ils sont allés se coucher. Mais si vous voulez... Non, bonne chance à vos alpinistes, dit Halloran. Mais dites-vous bien qu'ils ne sont pas les seuls là-haut à risquer leur vie par imprudence. Et il raccrocha. À 7h20, le 747 de la TWA sortit à reculons de son hangar et roula lourdement vers sa piste d'envol. Halloran laissa échapper un long soupir. Quant à Carlton Wecker, il ne lui restait plus qu'à se ronger les sangs. Le vol 196 décolla à 7h28, et à 7h31, alors que l'avion prenait de l'altitude, un nouveau SOS retentit dans la tête de Dick Halloran. Pour lutter contre l'odeur d'orange, il enfonçait la tête dans les épaules, mais il n'arrivait pas à maîtriser les spasmes qui l'agitaient. Il avait le front plissé et la bouche tordue en une grimace de douleur. « Dick, je t'en prie, viens vite. Nous avons de gros ennuis. Nous avons besoin de... » Puis ce fut tout. Ça s'était arrêté subitement cette fois-ci, au lieu de s'éteindre progressivement. La communication avait été brutalement coupée, comme par un couteau. Il en fut atterré. Ses mains, agrippées aux accoudoirs, avaient presque blanchi. Il avait la bouche sèche. Quelque chose était arrivé à l'enfant, il en était sûr. Si quelqu'un lui avait fait du mal... Vous réagissez toujours aussi violemment au décollage? Il tourna la tête de côté, c'était la femme aux lunettes en écaille. Oh, ça n'a rien à voir, dit Halloran. C'est une plaque d'acier que j'ai dans la tête depuis la guerre de Corée. De temps en temps, elle se rappelle à mon bon souvenir. Ah oui? Oh, ces interventions militaires de l'étranger. Tu es toujours le simple soldat qui trinque, dit-elle avec flamme. Oui, c'est vrai, madame. Il faut que notre pays renonce enfin à ces sales petites guerres que nous ne cessons de faire depuis le début du siècle, et qui sont toujours fomentées par la CIA ou la diplomatie du dollar. Elle rouvrit son livre et se remit à lire. Le signal interdit de fumer s'éteignit. Alors Anne regardait s'éloigner la terre et se demandait si rien de grave n'était arrivé à l'enfant. Il avait conçu pour lui une grande affection. Ses parents pourtant ne paraissaient guère sortir de l'ordinaire, pourvu qu'ils aient bien pris soin de lui. Chapitre 43. La tournée de l'hôtel. Dans la salle à manger, devant la porte à double battant du Colorado Bar, Jack, la tête inclinée, tendit l'oreille. Sur ses lèvres se dessinait un sourire. Autour de lui, l'Overlook commençait à s'animer. Il aurait eu du mal à dire comment il le savait, mais il supposait que c'était grâce à une de ces perceptions qui venaient si souvent éclairer la lanterne de Danny. Tel père, tel fils, disait le dicton populaire. C'était une perception qui, sans faire appel ni à la vue ni à l'ouïe, restait très proche d'elle, comme si elle n'en était séparée que par une fine pellicule presque imperceptible. Un autre Overlook, caché sous l'apparence des choses, affleurait peu à peu et venait faire concurrence au monde réel,
Si toutefois il existait un monde réel, se dit Jack. Cela lui rappelait les films en 3 dimensions de son enfance. Si vous regardiez l'écran sans les lunettes spéciales, vous n'aperceviez qu'une image double, exactement l'impression qu'il avait maintenant. Mais quand vous mettiez les lunettes, alors tout prenait un sens. Toutes les époques de l'hôtel semblaient avoir fusionné pour ne plus faire qu'une seule. Il n'y manquait que l'actuelle, celle de Torrance, mais très bientôt celle-là aussi viendrait rejoindre les autres. Et il s'en félicitait, c'était une excellente chose. Et il pouvait les entendre, les beaux étrangers. Il commençait à prendre conscience d'eux, comme ils avaient dû prendre conscience de lui à son arrivée. Toutes les chambres de l'Overlook étaient occupées ce matin. L'hôtel était au grand complet. Il poussa la porte à double battant et pénétra dans le Colorado Bar. « Salut les gars, dit Jack Torrance à voix basse. Je m'étais absenté quelque temps, mais me voilà de retour. Bonsoir, monsieur Torrance, dit Lloyd, sincèrement ravi. Je suis content de vous revoir. Et moi je suis content d'être là, répondit gravement Jack, en fourchant l'un des tabourets entre un homme habillé d'un complet veston bleu vif et une femme en robe d'un soir noir qui sondait d'un regard brouillé les profondeurs de son Bloody Mary. Que prenez-vous, monsieur Torrance? Un martini, dit-il, au comble de la joie. Il inspecta les étagères qui tapissaient le mur du bar et sur lesquelles s'alignaient des rangées de bouteilles qui luisaient doucement dans la pénombre, couronnées par l'éclat argenté de leurs bouchons pression. Jim Brims, Wilded Turkey, Gilby's Charrots, Private Label, Taureau, Seagrams. Un grand martien, s'il vous plaît, dit-il. Ils sont en train d'atterrir quelque part dans le monde, Lloyd. Il tira son portefeuille et posa un billet de $20 sur le comptoir. Pendant que Lloyd lui préparait son cocktail, Jack jeta un regard par-dessus son épaule. Tous les box étaient occupés et certains des invités étaient déguisés. Il y avait une femme travestie en esclave de harem avec un pantalon bouffant transparent et un soutien-gorge étincelant de strass. Un homme en frac avec une tête de renard et un autre déguisé en chien qui, pour la plus grande joie de l'assistance, chatouillait le nez d'une femme en pagne avec le pompon du bout de sa longue queue. « C'est gratuit pour vous, monsieur Torrance, » affirma Lloyd, posant le verre sur le billet de $20. « On ne veut pas de votre argent ici, c'est l'ordre du patron. » « Le patron ?» Un vague malaise l'envahit. Il prit néanmoins le martini et fit tournoyer le liquide, regardant les ballonnements de l'olive au fond du verre glacé. « Mais bien sûr, le patron. » Lloyd lui fit un grand sourire, mais ses yeux restaient noyés dans l'ombre au fond de leurs orbites, et sa peau avait une blancheur cadavérique. Plus tard, il compte s'occuper lui-même du bien-être de votre fils. Il s'intéresse énormément à votre fils. Danny est un garçon très doué. La senteur de genièvre qu'exhalait le gin l'émoustillait agréablement, mais lui brouillait en même temps l'esprit. Danny? Pourquoi lui parlait-on de Danny? Et que faisait-il dans un bar, un verre à la main? Il avait pourtant juré de suivre le droit chemin. Il avait définitivement renoncé à boire. C'est moi qui les intéresse, n'est-ce pas? C'est moi. Pas Danny, pas Wendy. C'est moi qui me plais ici. Eux qui voulaient partir. C'est moi qui ai réglé son compte au scooter, qui ai fureté dans les vieux papiers. C'est moi qui ai réduit la pression de la chaudière. Moi qui ai menti. Moi qui leur ai vendu mon âme. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien lui trouver à Danny? Que voulez-vous à mon fils? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Demanda-t-il à Lloyd. Il remarqua que sa voix s'était faite suppliante. Le visage de Lloyd semblait se décomposer à vue d'œil. Sa peau blanche devint d'un jaune bilieux et commença à se craqueler. Des chancres sanguignolants y apparurent, exsudant un pus nauséabond. Une sueur de sang se mit à perler à son front. Quelque part, un carillon d'argent sonna un quart d'heure. « Ôtez les masques !» Jack remarqua que toutes les conversations s'étaient tues. Il retourna la tête et regarda derrière lui. Ils avaient tous les yeux fixés sur lui et silencieux semblaient attendre quelque chose. L'homme en frac avait enlevé sa tête de renard et Jack reconnut Horace Derwent, le front caché sous ses cheveux blondasses. Ses voisins de bar le regardaient aussi. La femme en noir, assise près de lui, le dévisageait comme si elle l'avait déjà rencontré et cherchait à se rappeler son nom. Sa robe avait glissé de son épaule et abaissant son regard, il aperçut la pointe fanée d'un sein flasque. Il examina son visage et crut reconnaître la femme de la chambre 217, celle qui avait essayé d'étrangler Danny. De l'autre côté, l'homme en costume bleu vif avait tiré de la poche de sa veste un petit pistolet 32 à crosse nacrée qu'il s'amusait à faire tournoyer sur le comptoir comme s'il rêvait d'une partie de roulette russe. « Je veux voir le patron, » dit Jack. « Je crois qu'il y a un malentendu. Mon fils n'est pour rien dans tout ça. » Monsieur Torrance, interrompit Lloyd d'une voix hideusement doucereuse qui contrastait avec son masque de pestiféré, vous rencontrerez le patron le moment venu. En fait, il a décidé de faire de vous son agent dans cette affaire. Et maintenant, videz votre verre. Videz votre verre, reprirent-ils tous ensemble.
C'était du gin pur. Il y plongea son regard et eut l'impression de se noyer. Il porta finalement le verre à sa bouche et le lampa en 3 longues gorgées. Il sentit le gin dévaler dans sa gorge comme un bolide, percutant son estomac et rebondir contre son cerveau en un choc foudroyant. La commotion passée, il se sentit très bien. « La même chose, s'il vous plaît, dit-il, poussant le verre vide vers Lloyd. « Oui, monsieur, dit Lloyd, en enlevant le verre. Quand il eut devant lui un nouveau martini, il remercia d'un muchas gracias, Lloyd, et le prit. « C'est toujours un plaisir de vous servir, monsieur Torrance. » Lloyd sourit. « Vous avez toujours été le meilleur de tous, Lloyd. »« Je vous remercie, monsieur. » Il but lentement cette fois-ci, s'irriguant la gorge d'un mince filet de gin, tout en mâchonnant quelques cacahuètes. Quand il eut vidé son verre, il en commanda un autre. « Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai rencontré les Martiens, et je peux vous affirmer qu'ils sont nos amis. » Il songea de nouveau à Danny, mais à travers le voile de son bien-être, le visage de son fils ne lui apparut que brouillé et presque anonyme. Il lui était arrivé de brutaliser Danny, mais c'était avant qu'il n'eût appris à bien tenir son alcool. C'était du passé maintenant, il ne lèverait plus jamais la main sur lui, pour rien au monde. Chapitre 44. Conversation au bal masqué. Il dansait avec une très belle femme. Il n'avait aucune idée de l'heure et il n'aurait pas su dire combien de temps il était resté dans le Colorado Bar, ni depuis quand il se trouvait ici dans le dancing. Le temps ne comptait plus. Il lui semblait avoir entrevu par la porte d'entrée des festons de lanternes chinoises, dont les arcs gracieux encadraient l'allée devant l'hôtel, et dont les teintes pastel luisaient doucement comme des bijoux au crépuscule. Le grand plafonnier du porche était allumé, et des insectes se cognaient en voletant contre son globe de verre. La petite part de lui-même, qui n'avait pas encore sombré dans l'ivresse, essayait de lui dire qu'il était 6 heures du matin, en plein mois de décembre, mais il avait perdu toute notion du temps. Et voilà qu'il se retrouvait maintenant dans la salle du dancing. Le grand lustre brillait de tous ses feux, et des couples tournoyaient, certains déguisés, d'autres pas, sur une musique qui avait la sonorité douce d'un orchestre de l'après-guerre. Mais de quelle guerre s'agissait-il au juste? Puis comment le savoir? La seule chose de certain était qu'il dansait avec une très belle femme. Grande, les cheveux acajou, moulée dans une robe de satin blanc, elle dansait, tout contre lui, ses seins suaves pressés doucement contre sa poitrine. Sa main blanche était enlacée dans la sienne. Elle cachait son visage derrière un petit loup pailleté, et les cheveux, ramassés de côté, tombaient en une moelleuse et étincelante cascade. Sa robe lui descendait jusqu'aux chevilles, mais il pouvait sentir de temps à autre ses cuisses contre ses jambes, et il était de plus en plus persuadé qu'elle n'avait rien sous sa robe, rien que sa peau douce et poudrée. « C'est mieux pour te sentir bandé, mon chéri. » Il bandait en effet, et dur comme fer. Si elle en était offusquée, elle le cachait bien. Elle se blottissait encore plus ardemment contre lui. « Je vous trouve sympathique, » chuchota-t-elle. Son parfum était celui de ces lys sauvages qui poussent loin des regards dans des vallons secrets et moussus où les rayons du soleil ne pénètrent presque jamais. « Moi aussi, je vous trouve sympathique, » répondit-il. « Nous pouvons monter à l'étage si vous voulez. Je suis censé accompagner Harry, mais il ne remarquera rien. Il est trop occupé à taquiner ce pauvre Roger. » La danse prit fin. Il y eut quelques applaudissements, puis aussitôt, sans marquer d'arrêt, l'orchestre attaqua Mood Indigo. Regardant par-dessus l'épaule nue de sa partenaire, Jack aperçut Derwent debout près du buffet, et à côté de lui, une fille en pagne. Sur la nappe blanche s'alignaient des bouteilles de champagne plantées dans leur seau à glace, et Derwent en tenait une, toute moussante à la main. Il était entouré par un cercle d'amis qui se tordaient de rire. Devant Derwent et la fille en pagne, Roger, à 4 pattes, gambadait grotesquement, aboyant et traînant derrière lui sa longue queue flasque. « Parle, mon gros, parle !» criait Derwent. « Moi !» répondait Roger. Et on applaudissait, et on sifflait même. « Harry est très drôle, vous ne trouvez pas ?» lui demanda sa partenaire en se serrant de nouveau contre lui. « Tout le monde le dit. Il est polyvalent, vous savez. Le pauvre Roger, lui, n'a de goût que pour les hommes. Il a passé un week-end avec Harry autrefois à Cuba. Oh, il y a des mois de cela. Et depuis, il suit Harry partout, comme un toutou. » Elle eut un petit rire étouffé, et une bouffée de son parfum de lys s'exhala vers lui. Mais comme Harry ne monte jamais 2 fois le même cheval, ou du moins le même étalon, Roger n'a aucune chance de s'attirer de nouveau ses bonnes grâces. Harry lui a dit que s'il venait au bal masqué déguisé en chien, en petit chien mignon, il se laisserait peut-être attendrir, et Roger s'y est laissé prendre. La danse terminée, on applaudit de nouveau. C'était l'entracte, et les musiciens descendirent de l'estrade. Près du buffet, Derwent agitait un petit sandwich triangulaire au-dessus de la tête de Roger, l'incitant à exécuter une cabriole devant les spectateurs enchantés.
L'homme-chien regardait le sandwich et les flancs de la combinaison argentée s'enflaient et se dégonflaient comme un soufflet. Soudain, il s'élança. Rentrant sa tête dans les épaules, il tenta de faire une pirouette en l'air, mais trop épuisé pour bondir assez haut, il atterrit lourdement sur le dos, se cognant la tête contre le carrelage. Un grognement de douleur sortit du museau en papier mâché. Derwen fut le premier à applaudir. « Essaye encore, mon petit chien-chien, essaye encore !» Les spectateurs reprirent l'incantation. « Essaye encore, mon petit chien-chien !» Et Jack s'éloigna en titubant avec une vague sensation de nausée. Il faillit trébucher sur un chariot à boissons poussé par une sorte de brute au front bas en tenue blanche de serveur. Le pied de Jack heurta le rayon chromé du bas, faisant teinter les bouteilles et leurs siphons. « Oh, excusez-moi, dit Jack d'une voix pâteuse. « Il n'y a pas de mal, dit l'homme en uniforme blanc. » L'accent britannique, si poli, si correct, faisait un étrange contraste avec ce visage de gangster. « Voulez-vous boire quelque chose ?»« Un martini. »« Voici. » L'autre lui tendit un verre glacé, et Jack le but, soulagé de sentir le gin tuer dans l'œuf toute velléité de sobriété. « C'est ce que vous désiriez, monsieur ?»« Oui, oui, c'est parfait. »« Merci, monsieur. » Le chariot se remit en marche. Tout à coup, Jack tendit le bras et toucha l'épaule du serveur. « Oui, monsieur ?»« Excusez-moi, mais comment vous appelez-vous » Le serveur ne parut nullement surpris. « Grady, monsieur. Delbert Grady. »« Mais vous... Enfin, je veux dire... » Le serveur le regardait poliment. « N'étiez-vous pas un gardien ici autrefois ? Quand vous... Enfin, quand... » Mais il ne put achever sa phrase. Il n'arrivait pas à dire sa pensée. « Mais non, monsieur, je ne crois pas. »« Mais... Votre femme... Vos filles... »« Ma femme aide à la cuisine, monsieur. Les filles sont au lit, naturellement. Elles sont encore trop jeunes pour veiller si tard. »« Mais c'est vous le gardien qui... Allez, vas-y, dis-le. Qui a tué sa femme et ses enfants ?» Grady gardait son masque de politesse impassible. « Je n'ai aucun souvenir de cela, monsieur. » Le verre de Jack était vide. Grady le retira de la main de Jack, qui se laissa faire passivement, et il se mit à lui préparer un autre martini. Il avait sur son chariot un petit seau en plastique blanc plein d'olives. Sans qu'il sût pourquoi, elle faisait à Jack l'impression de petites têtes tranchées. D'un geste adroit, Grady en piqua une et la fit tomber dans le verre qu'il présenta à Jack. « Mais vous... » « C'est vous, le gardien, monsieur, dit Grady doucement. Vous l'avez toujours été. Je suis bien placé pour le savoir, monsieur. Je suis ici depuis toujours. Le même manager nous a embauchés tous les deux en même temps. Est-ce que ça ira, monsieur ?» Jack avala son verre à grande gorgée. Il avait la tête qui tournait. « C'est monsieur Ullman ?»« Je ne connais personne de ce nom-là, monsieur. »« Mais il n'y a qu'un manager, monsieur, reprit Grady. L'hôtel, si vous préférez. Vous devez quand même savoir qui vous a embauché, monsieur. »« Non, dit Jack d'une voix brouillée. Non, je crois que vous devriez vous renseigner auprès de votre fils. Il est au courant de tout, mais il ne vous dit rien. C'est plutôt vilain de sa part, monsieur, si je puis me permettre d'exprimer mon opinion. En fait, il n'a jamais raté une occasion de vous trahir, n'est-ce pas? Et il n'a pas encore 6 ans. »« Oui, dit Jack, c'est vrai. » Des rires fusèrent derrière lui. « Il a besoin d'une correction, si vous permettez que je vous donne un conseil. Il a besoin qu'on lui dise 2 mots, et peut-être davantage. Mes filles non plus, monsieur, n'aimaient pas l'Overlook au début, et l'une d'elles est allée jusqu'à me voler une boîte d'allumettes pour essayer d'y mettre le feu. Mais je les ai corrigées. Je les ai corrigées avec la dernière sévérité. Et quand ma femme a essayé de m'empêcher de faire mon devoir, je l'ai corrigée elle aussi. » Il fit à Jack un sourire doux et inoffensif. Il est triste de constater que la plupart des femmes ne comprennent pas les responsabilités d'un père vis-à-vis de ses enfants. Les maris et les pères ont pourtant certaines responsabilités, n'est-ce pas, monsieur ? Oui, je suis d'accord. Il l'était. Il avait été faible avec les siens. Il ne faisait pas de doute que les maris et les pères avaient certaines responsabilités. Papa a toujours raison. Les autres ne comprenaient pas ça. En soi, ce n'était pas un crime, mais ils y mettaient de la mauvaise volonté. Il n'était pas par nature un homme sévère, mais il croyait à la vertu du châtiment. Et si son fils et sa femme avaient décidé de s'opposer volontairement à ce qu'ils savaient être de leur propre intérêt, n'était-il pas de son devoir de... « La morsure du serpent est moins cruelle que l'ingratitude des enfants, » dit Grady en lui passant son verre. Brusquement, Jack fut saisi de doute. « Mais si on les laissait partir... Je veux dire qu'après tout, c'est moi que le manager veut garder, n'est-ce pas? Ce doit être moi, parce que... » « Parce que quoi? Il aurait dû savoir, mais tout à coup il ne savait plus, dans son esprit, tout s'embrouillait.
Vilain toutou criait Derwent sur un fond de rire. Vilain d'avoir fait pipi par terre. Vous êtes au courant, évidemment, dit Grady en se penchant d'un air confidentiel par-dessus son chariot, de la tentative de votre fils pour faire intervenir quelqu'un de l'extérieur. Votre fils a un don précieux, un don que le manager pourrait mettre à profit pour améliorer et enrichir l'Overlook. Mais votre fils essaye d'employer ce don-là contre nous. Il est obstiné, monsieur Torrance, très obstiné. Quelqu'un de l'extérieur demanda Jack ahuri. Grady hocha la tête. Mais qui? Un nègre, dit Grady. Un cuisinier nègre. Alors Anne? Je crois que c'est ce nom-là, monsieur. Jack ouvrit la bouche sans trop savoir ce qu'il allait dire. On m'a dit que vous n'étiez pas diplômé, mais vous parlez comme quelqu'un d'instruit. Il est vrai, monsieur, que mes études ont été interrompues prématurément, mais le manager se soucie de ses employés. Il trouve que c'est payant. L'instruction est toujours payante, ne croyez-vous pas, monsieur? Oui, répondit Jack d'un air hébété. Par exemple, vous vous êtes beaucoup intéressé à l'histoire de l'hôtel. Vous avez eu là, monsieur, une initiative qui vous honore et qui vous servira. On a laissé au sous-sol à votre intention un certain album. Et qui l'a laissé? Demanda Jack fiévreusement. Le manager, naturellement. D'autres documents pourront être mis à votre disposition, si vous le désirez. Oh oui, ça me ferait le plus grand plaisir. Il s'efforça sans grand succès de ne pas trop laisser voir son impatience. Et le manager ne met aucune condition à ses largesses, poursuivit Grady. Regardez-moi, un laissé pour compte sans diplôme. Pensez à l'avenir qui vous attend dans l'organisation de l'Overlook. Peut-être, qui sait, que vous irez jusqu'au sommet. Vraiment? Chuchota Jack. Mais c'est à votre fils de décider, n'est-ce pas? Demanda Grady en haussant ses sourcils en une mimique raffinée qui détonnait avec leurs broussailles sauvages. À mon fils de décider? Jack regarda Grady en plissant le front. Non, bien sûr que non. Je ne permettrai jamais à mon fils de prendre des décisions qui concernent ma carrière. Jamais. Pour qui me prenez-vous? Je vous prends pour un homme dévoué, dit Grady avec chaleur. Peut-être que je me suis mal exprimé, monsieur. Disons simplement que votre avenir ici dépendra des mesures que vous prendrez pour discipliner votre fils. Je sais prendre mes décisions tout seul, chuchota Jack. Vous devez réagir à son égard. Oh, mais je n'y manquerai pas, ce sera fait. Un homme qui ne peut pas s'imposer à sa propre famille n'intéresse pas notre manager. Un homme qui ne peut contrôler ni sa propre femme ni son propre fils ne pourra guère se contrôler lui-même, et encore moins prétendre assumer un poste de responsabilité dans une organisation de cette importance. J'ai dit que je m'occuperais de lui, hurla Jack subitement furieux. Ces paroles hurlées avaient rompu le calme relatif de l'entracte et coupé court aux conversations. Jack eut l'impression que tous les regards étaient braqués sur lui. Le brouhaha des conversations finit par reprendre, montant et descendant à son propre rythme, se mêlant en contrepoint à la musique de l'orchestre qui jouait maintenant une version swing de The Ticket to Ride de Lennon et McCartney. J'ai entendu mieux sur les haut-parleurs des supermarchés. Il étouffa un éclat de rire. Baissant les yeux, il s'aperçut que sa main gauche tenait à nouveau un verre encore à moitié plein, et il le vida d'un trait. Il s'était arrêté devant la cheminée, où la chaleur du feu crépitant dans l'âtre lui chauffait les jambes. Un feu, au mois d'août? Comment était-ce possible? Le temps avait-il été aboli? Sur la tablette de la cheminée se trouvait une pendule sous un globe de verre, flanquée de 2 éléphants sculptés en ivoire. Les aiguilles marquaient minuit moins le quart. Il examina la pendule d'un air anxieux. Au milieu de Ticket to Ride, l'orchestre s'arrêta dans une fanfare de cuivre. « C'est l'heure !» proclama Horace Derwent. « Il est minuit. Ôtez les masques !» Jack essaya de se retourner pour voir quelles étaient les célébrités qui se cachaient sous les paillettes, le phare et les masques, mais il était paralysé, incapable de détacher ses yeux de la pendule dont les aiguilles s'étaient rejointes à la verticale. « Ôtez les masques !» reprirent en chœur les invités. La pendule se mit à tinter délicatement et le mécanisme se déclencha. Les rouages commencèrent à tourner et à s'engrener dans de chaudes lueurs de cuivre. Le balancier se mit à osciller d'un mouvement régulier. Au-dessus du cadran, sur les rails d'acier, 2 petits personnages s'avancèrent l'un vers l'autre. L'un des personnages était un homme dressé sur la pointe des pieds, qui tenait dans ses mains une petite massue. L'autre était un petit garçon coiffé d'un bonnet d'âne. Tous deux brillaient d'un vif éclat et se détachaient avec une netteté extraordinaire. Sur le bonnet d'âne du petit garçon, Jack put lire le mot « saut ». Aux accents d'une valse de Strauss, les 2 petits personnages vinrent s'enclencher sur les 2 extrémités d'un axe métallique. La massue que tenait le papa s'abattit sur la tête du petit garçon qui tomba à genoux. Elle n'arrêtait pas de monter et de descendre. L'enfant tendait les mains implorantes qui peu à peu s'abaissaient,
et bientôt il s'effondra tout du long à terre. Les coups continuaient de tomber au rythme de la valse légère de Strauss, et Jack crut voir le visage mécanique du père s'animer, sa bouche s'ouvrir et se refermer, comme s'il accablait de reproches le petit personnage qui gisait inanimé à ses pieds. Une giclure rouge vint éclabousser l'intérieur du globe de verre. Elle fut suivie d'une autre, 2 autres s'écrasèrent à côté. Le liquide rouge giclait maintenant partout, ruisselant comme une pluie de sang sur les parois du globe, dérobant au regard ce qui se passait à l'intérieur. Le geyser écarlate charriait de minuscules lambeaux de matière blanche, des fragments d'os et de cervelle, et, mue par l'inexorable mécanisme de rouage et d'engrenage de cette diabolique machine, la massue continuait de monter et de descendre. La mort rouge les tenait en son pouvoir. Poussant un long cri d'horreur qui s'enfla en crescendo, Jack tourna le dos à la pendule, et les mains tendues, trébuchant comme si ses pieds s'étaient pris dans un filet, il les suppliait d'arrêter, de le prendre, lui, Danny et Wendy, de prendre le monde entier si ça leur chantait, mais d'arrêter au moins de le tourmenter avant qu'il n'ait perdu toute sa raison, toute sa lucidité. Le dancing était vide. Les chaises aux jambes grêles étaient posées renversées sur les tables recouvertes de housses en plastique. La moquette à motifs dorés avait été remise sur la piste de danse pour en protéger le vernis. Sur l'estrade déserte traînait un microphone démonté et une guitare sans corde couverte de poussière. La lumière froide d'une matinée d'hiver pénétrait dans la pièce par les hautes fenêtres. La tête lui tournait toujours. Il se sentait encore ivre, mais quand il se retourna vers la cheminée, son verre n'y était plus. Il n'y avait plus que les éléphants en ivoire et la pendule. Il traversa d'un pas chancelant le hall froid et ténébreux et pénétra dans la salle à manger. Au passage, il s'accrocha au pied d'une table et s'étala de tout son long, renversant la table à grand fracas. Il heurta le plancher du nez et se mit à saigner. Il se releva, reniflant le sang qui coulait, et s'essuya le nez du revers de la main. Puis il se dirigea vers le Colorado Bar, en poussant violemment la porte, dont les battants rebondirent en claquant contre le mur. L'endroit était vide, mais au bar, Dieu soit loué, on avait fait le plein. Les bouteilles aux étiquettes argentées luisaient doucement dans la pénombre. Brusquement, le sentiment de sa solitude le submergea, et il poussa un cri d'angoisse. Il se sentit si malheureux qu'il aurait voulu être mort. Là-haut, sa femme et son fils avaient verrouillé leurs portes pour se protéger de lui, et les autres étaient partis. La fête était finie. D'un pas hésitant, il se dirigea vers le bar. « Lloyd, où diable êtes-vous » hurla-t-il. Il n'y eut pas de réponse. Dans cette prison, bien capitonnée, il n'y eut même pas d'écho pour lui tenir compagnie. « Grady !» Toujours pas de réponse, seulement la rangée de bouteilles, au garde à vous. « Roule-toi sur le dos, fais le mort. Ramène la baballe, fais le mort. Allez, dresse-toi, fais le mort. »« Ça ne fait rien, je me servirai moi-même, putain de merde. » Il se pencha par-dessus le comptoir et, perdant l'équilibre, tomba en avant, et sa tête heurta le parquet avec un bruit sourd. Il réussit à se mettre à 4 pattes, et roulant les yeux comme un fou, se mit à marmonner des paroles incohérentes. Puis il s'écroula de nouveau, et le visage tourné de côté se mit à ronfler vigoureusement. Au dehors, la neige tombait de plus en plus drue, poussée par un vent déchaîné. Il était 8h30 du matin.